Bonjour, du coup moi c'est Julien, je suis développeur web chez Dernier Cri, bon la petite partie de l'équipe qui se trouve là-bas. Donc on est une petite agence web sur la Grand Place, enfin petite mais qui grandit. Du coup on y fait pas mal de JavaScript, notamment du React et du Node et aussi du Elixir et puis sûrement bientôt un peu de Helm aussi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu un truc que moi j'ai découvert à côté du boulot du coup. C'était. Enfin, je suis accidentellement tombé sur une jolie syntaxe pour parser des bitstrings en Elixir et voilà, ça m'a beaucoup amusé de le jouer avec donc je vous montre un peu ce que ça peut donner. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent pas Elixir, on va faire un petit tour de d'où ça vient historiquement et qu'est-ce que c'est pour, euh, pour que vous sachiez un peu de quoi il retourne. Donc voilà, Elixir, c'est un descendant de Erlang. Donc Erlang, c'est un langage qui a été développé à la fin des années 80 chez Ericsson. Le nom peut être compris comme une contraction de Ericsson Language ou comme un hommage comme un hommage à un mathématicien scandinave qui s'appelle A.K. Erlang. Et l'hommage tombe bien parce que c'est un mathématicien qui a bossé sur les télécommunications notamment. Euh, c'est typé dynamiquement, c'est fonctionnel. On a accès à du pattern matching, donc qui permet de déconstruire des choses un peu complexes de façon assez élégante. Et les process sont vraiment au cœur du langage puisque on a une API pour les utiliser qui est vraiment très chouette et très ergonomique. Alors OTP c'est la librairie standard du langage. Enfin, je parle sous le contrôle de mon premier rang et de Xavier là-bas. Euh, c'est une librairie qui est quand même fortement dogmatique parce que elle expose des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres langages, comme des primitifs par exemple pour créer un serveur très facilement. Alors pas un serveur web, mais un je sais pas trop comment dire, mais un, un process qui va louper et qui va pouvoir recevoir des messages et effectuer des actions en fonction de ces messages qu'il reçoit. Alors supervisor par exemple ça va être un module qui va vous permettre de relancer des process qui ont échoué de manière très simple parce que un des motos de Erlang c'est let it crash. Bon, Genevant, je me rappelle plus très bien ce que c'est, donc passons. Et donc voilà, dans les années 2000, il y a Elixir qui arrive. Donc Elixir, ça a été développé par José Valim, qui était un développeur Ruby et qui en avait marre en fait de over-engineer pour faire des choses très complexes en Ruby. Et du coup, il a regardé du côté d'Erlang, il a trouvé ça complètement fou ce qu'il pouvait faire avec. Il pouvait faire de la programmation distribuée, du temps réel, des choses comme ça assez facilement. Alors qu'en Ruby, il se galérait pour mettre en place des choses comme ça, des communications entre le client et le serveur, des communications bidirectionnelles notamment entre le client et le serveur. Donc Elixir, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'a apporté Erlang. C'est la productivité de Ruby grâce à une syntaxe qui s'en rapproche. C'est aussi l'extensibilité de Ruby parce que en plus Elixir arrive avec de la métaprogrammation qui est assez incroyable. Je pense qu'avant, quand on parlait métaprogrammation, on parlait beaucoup de Ruby. Pour moi maintenant c'est vraiment Elixir quoi. Et le tooling, enfin vous installez vos dépendances avec la même chose qui va build votre application et c'est le même outil pour générer la doc et c'est le même outil pour tout faire. De toute façon vous avez un outil et ça devient votre meilleur copain quoi. Donc voilà, X c'est là où vous allez trouver vos paquets et Xdoc c'est la doc. Donc voilà, moi je vais vous présenter un peu ce que j'ai trouvé en faisant en coupe. Donc c'est un petit side project, c'était juste pour apprendre Elixir et puis aussi pour... En fait c'est parce que j'écoute beaucoup de musique et du coup j'ai une assez grosse bibliothèque sur un petit serveur chez OVH et j'avais pas d'outils pour la lister correctement. J'arrivais pas à la gérer comme il faut quoi.
Et du coup, je voulais créer mon propre outil pour pouvoir faire ça bien, quoi, et proprement. Et en même temps, si je pouvais apprendre des choses et progresser en Elixir, bah, voilà, c'est cool. Donc voilà, dans les objectifs, j'ai mis parcourir une bibliothèque moyennement vaste, parce que bon, j'ai quelques dizaines de gigas, donc c'est pas non plus des trucs de fou, mais ça commence à faire beaucoup. Enfin, assez pour oublier ce qu'on a, quoi. Et utiliser des technos que je voulais approfondir, et extraire des petites libres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tout ça? Il faut pouvoir parcourir le file system, bon ça c'est facile comme dans tous les langages, on peut le faire facilement. Et pour chaque fichier audio, bah, je voulais extraire des métadonnées qui m'intéressent, donc le nom du morceau, le numéro de la piste sur l'album, qui l'a joué, enfin des trucs comme ça quoi. Donc voilà. Euh, pour faire ça, bah, il me faut faire un petit inventaire des formats que j'ai sur ma bibliothèque. Bon, en gros, moi j'ai du MP3 et du FLAC, quoi, donc c'est pas. Ça va, quoi. Il y a 2 parseurs à écrire globalement. Écrire des parseurs et un truc un peu plus tricky, mais c'était pour chaque fichier réussir à trouver quel parseur il faut utiliser parce que 2 fichiers MP3 enfin, implémentent pas forcément exactement la même norme et des fois elles sont pas compatibles. Donc ça peut être un peu embêtant. Alors, pour commencer, on va essayer de voir comment on peut construire un parseur pour ID3 V1. Alors j'ai un peu simplifié le machin parce que dans la vraie norme ID3, le tag il est situé en fin de fichier. Et en fait c'est un peu chiant parce que du coup on doit lire la taille du fichier, enlever 128 bits et. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Donc c'est quoi un tag ID3? C'est un bloc de 128 octets qui commence par le mot tag, ils sont pas embêtés. Et ensuite des blocs, alors j'ai mis de 30 octets, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, il y en a qui font 30 octets, il y en a qui font un peu moins, qui décrivent du coup des métadonnées du morceau. Merde. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, du coup, pour faire tout ça, on va voir un petit peu de syntaxe. Alors, tout d'abord, des chaînes de caractères, quoi. En Elixir, comme dans plein de langages, une chaîne de caractères, c'est avec des doubles quotes comme ça. Et, et voilà. Alors, ça, c'est l'opérateur de concaténation. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du pattern matching. Donc, j'ai associé la variable intro à je m'appelle Julien. Et ensuite, je dis que la variable intro, c'est je m'appelle et une variable first name. Et dans la suite de mon code, first name, ça vaudra Julien. Donc après, je peux dire par exemple que greetings, c'est bonjour Julien. Et voilà. Donc j'ai réussi à extraire la variable first name. Le dièse accolade, c'est l'interpolation. S'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas, à demander. Bon, ce bloc-là, il est pas très intéressant, je sais plus pourquoi j'ai mis. Mais c'est surtout pour le truc d'après. Mais du coup, le langage permet aussi de manipuler des chaînes de bits qui ont une autre syntaxe. Donc, par exemple, donc celui-là, ce sera une chaîne avec un 1 et un 3. Et en fait, si on ne spécifie pas la taille, c'est des octets. Et donc là, on voit qu'en fait, la chaîne que je lui passe, comme les octets sont des caractères affichables dans la table ASCII, en fait, on voit que les chaînes de bits en Elixir, c'est strictement équivalent à des chaînes de caractères. C'est exactement la même chose. Et du coup, on va s'en servir. Ensuite, si on a des manipulations plus tricky un peu à faire, on a une fonction dans le langage qui s'appelle size. Et c'est pas tout à fait une fonction, mais je sais pas exactement ce que ça a comme nom, comme truc. Et qui permet de définir la taille d'une variable dans une chaîne de bits. Du coup, si j'associe la chaîne A de taille 1 bit après la chaîne, le nombre B de taille 7 bits à la majuscule T, on voit que mon A vaut 0
et mon B vaut 7, parce que j'imagine que le caractère T s'écrit avec, enfin, correspond dans la table ASCII au numéro 7, quoi. Alors, mais pourquoi il revient tout le temps ce bloc? Oui, du coup là c'était juste pour illustrer que c'était... donc en fait je l'avais défini avant, bon, je suis désolé, c'est mon premier talk, mais les slides sont pas très bien organisés. Donc en fait là j'avais défini la string eString, et là je montre qu'en fait voilà, on a aussi un deuxième helper, donc en plus de size, qui s'appelle binary, et en fait binary c'est des chaînes d'octets. Et donc là en fait quand j'utilise binary, on voit que c'est strictement égal au string. Bon, c'était pour remontrer l'équivalence entre les bits string et les chaînes de caractères, quoi. Alors, bon, bah, on va commencer à essayer de parser notre petit fichier. Donc on a dit que c'était un fichier qui commençait par le header tag. Donc on va regarder, on prend notre MP3, qui est une chaîne d'octets du coup, et on regarde bah, est-ce qu'il match avec... Donc le case c'est pour déclencher un pattern matching. Est-ce que mon MP3 match avec tag concaténé avec une autre chaîne d'octets qu'on appellera actual tag, parce que c'est là où il y a les infos qui nous intéressent. Bah, s'il y a ça, alors on va déclencher la fonction doParse qu'on va implémenter plus tard. Et sinon, ça veut dire que c'est tous les cas où c'était pas ça, c'était autre chose. Le underscore c'est le jeu générique. Et ben là on va lui faire une sortie. Ce fichier ne correspond pas, ne respecte pas le standard, et puis on fait rien. Bon, c'est pas vraiment la façon la plus cool de faire ça, mais c'est un bon début. Et donc là, bah, on va pouvoir implémenter notre fonction doParse. Donc en fait, on voit que donc, on va regarder la taille des champs. Donc on va associer une valeur title au premier champ de 30 octets, une valeur artiste au deuxième champ de 30 octets, une valeur album, une variable album comme ça. Et ensuite ça va nous permettre, et donc ça on le pattern match dans le MP3 qu'on lui a passé, comme paramètre de la fonction. Et du coup en fait on va pouvoir réutiliser toutes ces variables pour construire une map. Alors ça peut... c'est une manière de stocker des valeurs dans une variable. On peut accéder à ça au champ par leur nom. Ouais. Et du coup on sort d'une chaîne de bits où on savait pas on connaissait pas les métadonnées, et ben on obtient quelque chose qu'on peut utiliser dans la suite du programme, et qu'on va pouvoir par exemple stocker dans une DB, afficher sur une page web, enfin plein de choses quoi. Faire vraiment travailler avec quoi. Donc voilà, c'est génial. On a fait ça en 2 temps 3 mouvements. Et voilà, ça prend une dizaine de minutes. Alors que si on veut le faire en Java ou en C ou en plein d'autres langages, bah, on va devoir compter des bits, et enfin c'est un peu lourdingue je trouve. Là je trouve ça quand même assez clair quoi. Donc voilà, maintenant on va regarder un autre format. Alors c'est un format qui n'existe pas, c'est juste pour le plaisir, du jeu quoi. Ça ressemble un peu à ce que fait Flac, mais Flac c'est quand même un peu plus compliqué, parce qu'ils ont plein de champs différents. Et donc voilà, en fait à la place du mot tag au début on va avoir juste tag v2, donc ça c'est pareil qu'avant. Et là à la place d'avoir des champs qui sont déterminés en dur comme ici, où le premier champ c'est le titre, le deuxième champ c'est l'artiste, le troisième champ c'est l'album, et ça fait 30 octets, 30 octets, 30 octets. On a un truc un peu plus flexible, où à chaque champ on va avoir 4 octets qui vont nous dire quelle taille fait le champ qu'on va analyser, et ensuite le champ constitué de son identifiant, donc par exemple artiste, album, commentaire, et de la valeur, et le tout séparé par un égal. Donc comme tout à l'heure, on contrôle si on a bien le petit header au début. Hop.
Mais alors du coup là ce format-là, il fait qu'on peut avoir plusieurs valeurs pour le même champ. Par exemple, il peut y avoir plusieurs artistes. Et c'est vrai que la première norme de MP3 était pas très flexible. Et c'est pour ça que peut-être ça vous est arrivé dans vos bibliothèques iTunes au début, vous aviez, je sais pas, si vous avez beaucoup de morceaux du même artiste, genre, je sais pas, Manu Chao, et ben vous avez toutes les chances d'avoir un deuxième artiste, Manu Chao, en featuring avec, je sais pas, Mano Solo ou j'en sais rien. Et c'est un peu chiant quand on classe parce que et c'était parce que MP3 n'était pas assez flexible. Du coup, dans les normes qui ont suivi, ils ont implémenté des choses comme ça qui permettent un peu plus de flexibilité et d'avoir des bibliothèques un peu plus intéressantes. Donc là, on définit une map vide qui sera un template pour les morceaux qu'on va pouvoir analyser, où chaque champ correspond juste à une liste vide, quoi. Et donc on va pouvoir implémenter une petite fonction qui prend une map qui correspond à ce qu'on a implémenté, enfin ce qu'on a fait avant, là, la new track map. Et à cette map, eh ben, on va lui passer un champ. Et si le champ correspond à artiste égal, title égal ou album égal, eh ben, on va pouvoir lui rajouter sa valeur. Donc en fait, par exemple, si on prend le artiste égal, on aura noté que le champ il consiste en la chaîne de caractères artiste, puis égal, puis le vrai nom de l'artiste. Donc on va prendre notre map, on va dire c'est la même map, sauf que dans le champ artiste, je vais mettre la valeur du champ artiste dans la map que j'avais avant, avec le vrai artiste en élément en tête, quoi, en tête de liste. Et donc ça va nous permettre de construire la liste et de l'alimenter petit à petit au fur et à mesure à chaque fois qu'on appelle cette fameuse fonction. Donc maintenant on va pouvoir appeler notre fonction toParse qui se trouvait ici, là, c'était ce qu'on faisait quand on arrivait à parser le header et que c'était pas mal, quoi. Et du coup, on va se dire quoi? On va se dire que si on nous passe toParse avec juste un paramètre, on va faire toParse mais avec deux paramètres et en mettant une nouvelle map toute fraîche et la chaîne de bits. Et du coup, si on la reçoit avec deux paramètres, et du coup, si nos métadonnées elles sont complètement vides, donc ça on voit que c'est une suite de bytes complètement vide, et on renvoie la map. Par contre, si elle n'est pas vide, et du coup on va pouvoir parser le début de la chaîne de bytes, et elle sera composée de fill length de 4 octets, puis du champ dont la taille nous sera donnée par la fill length qu'on a parsée avant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial quand je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait dans la même instantiation, dans le même pattern matching, utiliser des variables qu'on venait à peine d'instancier, enfin pas vraiment d'instancier, mais de déclarer, et continuer tranquillement, quoi. Et du coup, tout naïvement, notre parsing, on va le faire en donnant map à addfield. Ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû utiliser cette syntaxe-là. Ça perd peut-être un peu. Et ensuite, en continuant, en parsant la suite du fichier, quoi. Donc voilà, si on fait un petit résumé de ce qu'on a maintenant, on a deux modules qui contiennent des fonctions parse pour deux formats de métadonnées différents. Le problème qu'on a, c'est que nos maps ne sont pas de la même forme. La première fois, on avait une map avec un champ à chaque fois pour le titre, pour l'artiste, pour l'album. Et là, maintenant, on a une map avec une liste de titres, une liste d'albums, une liste d'artistes. Donc c'est pas très pratique à utiliser. Donc voilà,
pour un peu uniformiser tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir des behaviors. Donc en fait, les behaviors, c'est un module qui, à la place de déclarer une implémentation, va déclarer juste une interface, une collection de fonctions qu'il propose à d'autres modules d'implémenter. Et ces fonctions qui ne sont pas implémentées dans ce fameux module, on appelle ça des callbacks. Donc on va définir ensemble un behavior parser qui exposera notre interface, et après faudra rendre les parsers compliant à cette interface, quoi. Donc au lieu d'utiliser notre map d'avant, on va faire la même chose, mais on va utiliser une structure. Donc les structures en Elixir, c'est juste chaque module peut définir sa structure, et c'est juste une collection de champs avec ou sans valeur par défaut. Donc là, on a décidé des valeurs par défaut parce que c'était plus pratique. Du coup, voilà. Notre fameuse interface, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fichier, est-ce que la chaîne de bytes, c'est un truc qui est valide pour le module qui implémente le parser? Et sinon, et la fameuse fonction parse qui va pouvoir nous renvoyer notre structure d'avant. Ça veut dire que c'est... Enfin bref, c'est la structure track. Alors, donc j'ai pas implémenté mon behavior, je pensais l'avoir fait, mais j'ai un peu préparé et du coup, voilà. Une fois qu'on aura implémenté notre behavior dans nos parsers et aligné les deux implémentations, les deux interfaces, ça va nous permettre de faire un truc que moi j'ai trouvé fantastique. C'est en faisant la liste des parsers qui sont connus, avec nos petites fonctions valides, paf, on va lui dire, ok, tu vas me prendre cette fameuse liste des parsers qu'on connaît, tu vas regarder, tu vas me trouver du coup le premier qui est valide. Est-ce qu'on peut scroller? Ah ouais, on peut scroller, c'est magnifique, merci. Tu vas me trouver le premier qui est valide. Si celui qui est valide, c'est nul, ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui est valide, c'est-à-dire que je ne peux pas parser mon fichier. Du coup, je vais renvoyer un tuple. Alors ça, je pense que vous allez en manger peut-être après. En fait, le tuple, de retourner un tuple error avec mon erreur ou OK avec le résultat de l'opération, c'est un pattern ultra courant ici. Et il y en a dans toutes les bibliothèques, toutes les bonnes bibliothèques. Et en plus, même certaines personnes écrivent des bibliothèques pour pouvoir mieux les gérer, c'est fabuleux. Et du coup, et si j'ai trouvé mon parser, du coup, je vais pouvoir faire OK et de parser.parse, ça me surprend toujours ce truc-là, de parser.parse des bytes que j'ai passés en paramètres. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite feature qui moi m'a étonné parce que en fait Elixir, les killer features qu'on voit, c'est on peut faire spawner des process, on peut faire de la programmation distribuée, on peut faire de la métaprogrammation, c'est génial, on peut faire plein de trucs. Mais moi, en expérimentant comme ça sur mon ordi, je me suis rendu compte que cette syntaxe-là, je l'avais jamais trouvée dans un autre langage. Enfin, elle existe dans Erlang, du coup, elle vient de Erlang. Et alors, j'avais pas compris pourquoi, alors que Lincoln me pointe du doigt qu'en fait c'est parce que Erlang c'était fait pour les télécommunications et que écrire un protocole de communication, c'est parser des chaînes de bytes tout le temps. Donc je pense que les mecs ils se sont rendus compte de ça vite et qu'ils ont dit on va faire une syntaxe spéciale pour faire ça parce que sinon c'est un peu... alors du coup maintenant que je sais ça m'étonne que d'autres langages n'aient pas implémenté des choses un peu plus ergonomiques parce que vraiment travailler avec des octets dans d'autres trucs, j'ai toujours trouvé ça très chiant. Et là ça m'a amusé quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci de...
Je crois que ça a quitté. Fen. Non, le truc il est... Ah si, c'est bon. Bah, du coup, si vous avez des questions... Est-ce que ça permet aussi le hot-reload que Erlang fait? Ouais, toutes les... Ah oui, donc monsieur me demande si Elixir permet le hot reload qui est disponible dans Erlang, quoi. Oui, en fait, toutes les fonctionnalités d'Erlang vont être disponibles dans Elixir. Elixir vient juste rajouter des choses. En fait, tu peux même appeler du code Erlang depuis ton code Elixir. Et maintenant, tu peux même faire le contraire. Tu peux appeler ton code du code Elixir, du code qui vient de bibliothèque Elixir depuis Erlang. Enfin, si tu fais déjà du Erlang, ouais, mais ouais. Non, c'est fou. Globalement, je pense que l'apport d'Elixir par rapport à Erlang, c'est la syntaxe qui est un peu plus moderne et la métaprogrammation et le tooling. Enfin, t'as fait un peu d'Elixir ou pas? Non. Bah, essaye, c'est cool. Bah, c'est ce qu'on avait prévu. Nous, on a un module de fonctionnel. Ok. Vas-y. Alors, je m'y connais pas du tout en parsing de métaformel. Où est-ce qu'on trouve cette spécification? Est-ce qu'elles sont dites sur Wikipédia ou Alors, en fait, de l'archéologie? alors en fait, les spécifications, tu les trouves assez facilement. Par contre, ce qui n'est pas marqué sur les spécifications que tu vas lire, c'est si elles sont réellement utilisées. Parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que la spec que j'avais implémentée pour le FLAC, en fait, c'est la spec officielle, mais personne ne l'utilise. Et tout le monde utilise deux autres specs qui ont été écrites par des éditeurs de logiciels, quoi. Et qui, elles, sont réellement utilisées parce que bah, c'est eux qui encodent les fichiers. Donc voilà, ouais. Si t'as la... Voilà. Ouais. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu as testé un peu, en termes de performance, ce que ça donnait? Alors du coup, au niveau des perfs, on me demande si j'ai testé au niveau des perfs par rapport à... Tu veux dire des benchmarkés par rapport à d'autres langages? Non, parce que honnêtement, moi, une fois que j'ai parsé ma bibliothèque une fois, je la persiste et j'en ai plus besoin, quoi. C'est juste que du coup, je voulais écrire un serveur web, que Elixir m'allait très bien pour faire ça, et que j'avais pas envie de m'amuser à faire ça dans d'autres langages. Parce que je me disais, par exemple, tu pouvais passer toute une liste de fiches musique, et donc voilà, combien de temps tu mets pour prendre, je sais pas, 1000 musiques, et récupérer ces méta. Alors, on pourrait essayer de benchmarker par rapport à des libs qui existent. Alors, je pense que je serais perdant largement. Et surtout que j'implémente pas toutes les specs en général. Parce que par exemple, le bitrate, je m'en cogne un peu, quoi. Je veux juste savoir qui joue le morceau, en quelle année à la rigueur, quel style c'est, si c'est dedans. Et voilà, mais il y a plein de. En fait, souvent dans les headers, t'as plein de choses au niveau qui vont plus servir pour le décodeur vraiment que pour faire. Du coup, je me suis pas amusé à tout implémenter parce que c'est pas compliqué, mais c'est juste super long, quoi. Mais alors, si tu prends juste ce qui t'intéresse, normalement tu devrais aller plus vite. Il y a moyen, ouais. Je sais pas. Faudrait regarder. Merci. Merci à toi. Ok. Bon, je crois que c'est bon. Merci.